Bonjour. Déjà, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être là cet après-midi pour cette table ronde sur les questions internationales, sur un sujet qui nous semble quand même essentiel. L'intitulé de la table, vous l'avez vu, c'est « Dans un monde de brutes, quelle convergence pour imposer la paix ?» Et donc c'est sur cela qu'on va interroger nos 4 intervenants cet après-midi. Je me présente rapidement. Moi, je suis Karim Bencher, un député Génération, particulièrement intéressé d'ailleurs à ce que vont dire nos intervenants cet après-midi. J'ai été diplomate pendant 17 ans avant de rejoindre la vie de député, qui est une autre, et où, du coup, à l'Assemblée nationale, je m'intéresse particulièrement à ces questions, notamment en étant rapporteur sur l'action extérieure de l'État. Donc, on va organiser le débat. Je vais essayer de vous proposer 4 axes sur lesquels travailler. Mais je me permets, avant de poser peut-être un début de diagnostic que vous compléterez ensuite. Donc, dans un monde de brutes, quelle convergence pour imposer la paix À l'arrière aussi, vous n'entendez peu. Ouais. Et en rapprochant comme ça le micro, ça vous va ? Ok, super. Donc, dans un monde de brutes, quelle convergence pour imposer la paix ? Ce que je disais, c'est qu'avant de présenter nos panélistes et de lancer le débat, peut-être 2 mots de constat qui nous amènent aujourd'hui à poser cette question. Chacun peut constater, me semble-t-il, que nous vivons depuis plusieurs années l'accélération d'un désordre mondial marqué par des ruptures importantes. Je me contenterai d'en citer 3, moi, qui me semblent essentielles. D'une part, la poussée de régimes autoritaires, nationalistes, au nord comme au sud d'ailleurs. Elle s'accompagne d'une brutalisation des rapports internationaux et d'un recours aussi désinhibé à la force. On l'a vu, au prétexte d'affirmer la légitime défense, vous ne respectez plus le droit de la guerre. Une impunité face aux crimes internationaux semble aussi s'installer, avec notamment, et ça on le voit, la tragédie en cours à Gaza. Ensuite, deuxième grande rupture, il me semble, c'est le démantèlement sans précédent du multilatéralisme et de ses instruments de régulation collective. En fait, c'est un démantèlement de l'architecture de paix et de sécurité internationale. Nous avons à cet égard un acteur majeur que sont les États-Unis qui se retirent du jeu multilatéral, mais sans, et là c'est une nouveauté aussi, c'est sans se retirer des affaires du monde. Ils sont loin d'être isolationnistes. Quelque part, ils bilatéralisent. Et d'ailleurs, on semble aussi découvrir, et ça, il me semble que c'est une question majeure, on semble découvrir à cette occasion la fragilité finalement de ce système multilatéral censé assurer la stabilité du monde qu'on avait fondé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On se rend compte qu'il repose sur un financeur majeur que sont les États-Unis. Quid du coup de son avenir sans ce financement ? Quid de son avenir lorsque nous assistons à ce que nous pourrions appeler la fin de la garantie de stabilité américaine ? Enfin, un effondrement aussi, là il me semble que c'est une rupture importante, un effondrement de la solidarité internationale dont la nécessité semblait pourtant évidente à tous, ça semblait être un acquis, mais qui aujourd'hui est remis en cause, d'ailleurs pas seulement par les États-Unis de Trump, il faut le dire, mais aussi par nos gouvernements européens, qu'ils soient français, anglais ou allemands. Je vous rappelle à ce titre que la France a coupé 40% de son APD l'année dernière et qu'elle s'apprête encore à faire des nouvelles coupes qui me semblaient importantes, même si là on ne va pas avoir de débat budgétaire, mais on nous annonçait d'ores et déjà quasiment 30% de coupes supplémentaires. Donc il s'agit là, il me semble, et nos intervenants livreront leur analyse, de transformations profondes qui nous touchent, d'autant plus que ces sujets se sont largement invités en politique intérieure. L'enjeu pour nous, il me semble, militants de gauche, attachés à la solidarité internationale et de surtout pas se résigner, bien sûr, à ce monde de brutes. Notre responsabilité est de construire aussi, il me semble, de dégager des convergences entre les luttes sociales et les mouvements citoyens partout où ils existent. Nous avons besoin de recréer des mobilisations internationales pour remettre au centre la dignité humaine, le droit, la paix. Et pour cela, nous avons besoin de toutes les volontés et d'ouvrir le débat avec la société civile, comme la gauche l'a toujours fait, enfin j'espère. Donc je propose 4 axes pour guider et faciliter le débat de nos invités.
Ces 4 axes se déclinent sous forme de questions tournées vers l'action. Ce n'est pas simplement que faire qu'on va essayer de poser, mais surtout comment faire, comment défendre le droit international, certes menacé, mais plus que jamais nécessaire, comment imaginer un multilatéralisme pour temps de crise, comment repenser nos outils pour mieux écouter et comprendre le monde qui vient, et enfin, comment construire un front commun entre forces progressistes en France et ailleurs. Du coup, pour répondre à ces différentes questions, 4 intervenants. Agnès Calamard, vous êtes secrétaire générale d'Amnesty International, figure mondiale de la défense des droits humains, spécialiste des enquêtes sur les exécutions extrajudiciaires et les violations graves. Vous avez publié en 2025 une enquêtrice à l'ONU aux éditions Flammarion. Shirin Ardakani, vous êtes avocate, présidente d'Iran Justice, vous êtes une actrice engagée contre l'impunité du régime iranien et vous défendez des dissidentes réprimées, dont Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix et prisonnière politique. Anne-Cécile Robert, vous êtes directrice adjointe du Monde diplomatique, vous enseignez à l'IRIS, vous avez publié récemment Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales aux éditions Armand Collin. Et enfin, Pouria Amirchahi, vous êtes députée de Paris, membre du groupe écologiste et social. Vous avez été députée également des Français de l'étranger et vous êtes membre fondateur de la DIG et par ailleurs, je le mentionne aussi, ancien président du conseil d'administration de l'IRIS. Donc, avant d'aborder finalement les 4 axes dont je vous parlais tout à l'heure, peut-être pour commencer, comment en est-on arrivé là ? Là, c'est l'occasion peut-être pour vous de compléter ce constat que j'essayais de tracer au départ. Donc, Anne-Cécile Robert. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'organiser cette discussion sur ce sujet aussi important qu'est le droit international. Comment en est-on arrivé là ? On pourrait faire des heures de discussion là-dessus. Je pourrais, pour résumer, dire qu'il y a des explications qui nous dépassent, c'est-à-dire qui ne tiennent pas à qui ne viennent pas de notre responsabilité, et des explications qui relèvent de notre responsabilité. Donc les choses qui nous dépassent, c'est que nous vivons, il faut qu'on en prenne conscience, la fin de plusieurs cycles historiques qui se terminent en même temps, ce qui déstabilise complètement tout l'ordre politique et juridique et même philosophique dans lequel on vit. Je vais juste les citer parce qu'on n'a pas le temps de développer. Et se termine le cycle ouvert en 1991 par la chute de l'Union soviétique qui avait vu le monde unipolaire dirigé par les Américains. Ça se termine puisque le monde devient multipolaire. L'une des raisons de l'explication l'une des explications de l'élection de Trump, c'est la peur du déclassement américain. On vit aussi la fin de la mondialisation libérale. On est toujours dans la mondialisation libérale, hein, mais elle est contestée, y compris par les États-Unis, qui remettent en cause le libre-échange. Se termine aussi le cycle ouvert en 1945 par la création de l'ONU, on en reparlera, qui est un système juridique, philosophique extrêmement intéressant et trop souvent mal connu et trop souvent décrié. Comme si ça suffisait pas, se termine aussi le cycle ouvert par la fin de la Première Guerre mondiale, ce qui vous explique pourquoi il y a tous ces problèmes en Europe centrale et orientale, la remise en cause des frontières, le pan-ottomanisme du président Erdogan en Turquie. Donc ça, c'est tout l'héritage de la Première Guerre mondiale qui se termine. Se termine aussi le cycle ouvert par les Lumières au XVIIIe siècle, la Révolution française, avec une remise en cause de l'humanisme, de la raison, d'où tous les débats qu'on a sur la post-vérité, toutes ces questions, le retour de l'eugénisme, tout ça. Et enfin, un autre cycle qui se termine, le cycle d'occidentalisation du monde ouvert à la Renaissance, où l'Occident a dominé. Là, on voit que ça se termine. Donc, faut pas s'étonner que ça swing, hein, faut pas s'étonner que ça tangue. Et le problème, c'est qu'on mesure pas forcément l'ampleur de ce qui est en train de se jouer, et par conséquent, nos outils ne sont pas forcément adaptés. Donc, je vous ai dit, il y a des explications externes, donc c'est les cycles historiques, et les explications plus internes qui relèvent de notre responsabilité. Là aussi, je vais juste les citer pour ne pas être trop longue. Un peu dans le désordre, il y a encore une partie de la gauche qui considère que le droit, c'est un truc bourgeois.
Moi, je fréquente notamment des gens qui sont à l'extrême gauche et j'entends encore dire « Ah ouais, mais le droit international en particulier, de toute façon, ça n'existe pas, il y a que les rapports de force. » Et puis un Marx mal digéré nous explique que le droit est l'expression des rapports de force, ce qui est vrai, mais il n'y a pas que ça. Donc il faut qu'on prenne conscience quand même que le droit, c'est ça, mais c'est pas que ça. Le droit, c'est aussi la conquête d'outils, Chérine et Agnès en parleront, des victoires qu'on remporte pour fixer des normes et essayer de faire repousser les choses qui nous menacent. Autre élément qui nous concerne, c'est qu'il y a une partie du chaos qui est due aux démocraties. C'est-à-dire que depuis les années 1990, c'est une partie des démocraties qui ont réhabilité la guerre comme outil de politique étrangère. Alors avec à la base des idées souvent généreuses, on va faire la guerre pour les droits de l'homme, des guerres humanitaires. Mais le problème, c'est que ce faisant, on a fait lever, on a rompu une digue qui avait été installée en 1945 qui disait la guerre c'est interdit, sauf exception. Et en faisant ces guerres humanitaires depuis le Kosovo, et tous les prétextes sont bons, hein. Le problème des guerres humanitaires, c'est qu'il suffit de brandir un prétexte en disant Saddam Hussein c'est le nouvel Hitler, Slobodan Milosevic c'est le nouvel Hitler, Kadhafi c'est le nouvel Hitler. Pour tac, on peint une croix rouge sur un missile et on réhabilite la guerre. Donc et encore une fois avec de bonnes raisons, parce qu'il fallait bien lutter contre certains régimes, hein. Mais ce faisant, on a facilité la tâche de ceux qui aujourd'hui, comme Vladimir Poutine ou Donald Trump, disent la guerre c'est normal et on a raison d'utiliser ce moyen. Troisième chose et dernière chose, sur la vérité, on s'inquiète beaucoup de la post-vérité, des fake news. Mais une partie des démocrates et des gens de gauche ont contribué à réhabiliter quelque part le mensonge. Je pense dans les années 80-90, quand on a réhabilité les vérités officielles, il n'y a qu'une seule politique économique possible. L'Europe est notre avenir, et quand on disait l'Europe est notre avenir, c'était forcément l'Europe libérale. C'était pas l'Europe sociale et démocratique, etc. Donc on a réhabilité des vérités officielles on a eu des mensonges d'État qui n'ont pas forcément été dénoncés. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat pour qu'on puisse avoir une discussion animée, mais je pense que le fait que François Mitterrand, président de gauche, ait menti pendant des années sur son passé par rapport à Vichy, sur ses bulletins de santé, et que cette figure-là reste une figure totémique incontestée, je pense qu'on a besoin, si on veut réhabiliter la vérité, de s'interroger sur le rapport qu'on a eu nous-mêmes aux vérités officielles, aux mensonges, pour recréer de la confiance aussi. On a quand même imposé quelque part dans certains discours l'idée qu'on savait ce qu'était le paradis terrestre, et je parle même pas du moment où on pensait que l'Union soviétique c'était le paradis terrestre, et que donc voilà. Donc une réflexion qu'on a à avoir sur. J'ai écrit un livre sur le mensonge, ça vous intéresse, où je développe ça. Je pense que la vérité est une relation plus qu'un absolu, mais ça nous emmènerait trop loin. Voilà pour ces mots d'introduction. Merci bien. Donc, Agnès Calamard, peut-être pour compléter ce constat, d'autant plus que secrétaire général d'Amnesty, enfin, vous êtes l'organisation qui est censée, ou celle qui fait d'ailleurs, qui a pour référence justement ce corpus du droit international et qui le défend. Est-ce que vous aussi, vous faites ce constat d'une remise en cause du droit international, et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Merci beaucoup de cette invitation. Tout à fait. Je rejoins les conclusions de Anne-Cécile. Le premier point que je souhaite mettre en avant, qui a déjà été d'ailleurs mis en avant par Anne-Cécile, moi je parle de changement d'ère. Elle parle de fin de cycle historique, mais je crois qu'on parle plus ou moins de la même chose. Et il est vraiment important que nous prenions conscience de la nature historique de ce que nous sommes en train
de vivre. Il s'agit bien d'un changement d'air, pas AIR, ERE. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Transformation du système capitaliste avec l'intelligence artificielle et d'autres technologies telles que la robotique qui vont transformer le monde du travail, les sociétés, les relations des humains entre eux et même la définition de l'être humain. Avec une transformation d'une telle profondeur que quand on commence à l'apprendre, quand on commence à la regarder, je pense qu'on prend le vertige. Donc ça, c'est la première aspect fondamental. Le remplacement du travailleur par les robots, ça va avoir des implications incroyables, dont on n'a pas encore vraiment pris conscience. Le changement climatique, c'est une force qui va transformer, qui transforme nos sociétés et qui transforme tout le monde. Pas seulement les gens qui habitent dans des régions très vulnérables, toutes les régions sont vulnérables, y compris en Europe, comme on l'a vu depuis quelques années. La transformation démographique du monde qui s'accélère, dont on parle pas beaucoup de ça, mais le fait que 80% de la population du Niger ait moins de 20 ans par rapport à la population européenne, ça a des implications énormes sur nos sociétés. Les superpuissances qui se disputent l'hégémonie, les actions des acteurs non étatiques, en particulier les big tech, les big pharma, toutes ces grandes compagnies qui jouent un rôle fondamental, un rôle moteur et un rôle très négatif, selon Amnesty. En règle générale, on a vu ça pendant le Covid. N'oublions pas que le Covid, c'était la mauvaise gestion du Covid à l'échelle internationale, c'était un signe annonciateur de l'absence de solidarité. On a complètement mis ça de côté. Le rôle des big pharma, maintenant le rôle des big tech. Donc toutes ces compagnies sont en train de prendre un rôle fondamental. Donc pour nous, il s'agit bien d'un changement d'air. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout l'espace normatif qui a plus ou moins fonctionné depuis 45 et peut-être un petit peu avant, doit être remis en cause, entre guillemets, pour accommoder les nouvelles réalités. Donc, premier point, prenons conscience de l'importance historique de ce que nous traversons. Ça ne veut pas dire qu'on ait forcément les réponses, mais je crois qu'il faut vraiment comprendre qu'il ne s'agit pas d'une crise. On ne fait pas face à une crise du droit international. On fait face à un changement d'air, de société, de réflexe, d'humanité, de tout. Dans ce cadre-là, le droit international, bien sûr, est remis en cause. Il a été remis en cause depuis le début de ce siècle, avec en particulier dans mon domaine à moi, en particulier avec la lutte soi-disant contre le terrorisme, qui a fait sauter d'énormes verrous, qui a ouvert la porte à tous les abus, dans lesquels se sont précipités tous les États. Les États-Unis en premier, la Russie, l'Égypte, la France, etc., etc. Plus récemment, l'agression russe en Ukraine, une violation très, très, très claire de la Charte des Nations Unies, et maintenant Gaza. Le génocide de Gaza, pour nous, ça sonne le glas du droit international. Pourquoi ? Bien sûr, depuis 80 ans, on voit et on dénonce les violations du droit international, ou les crimes de guerre, ou les crimes contre l'humanité. Mais la ligne de direction, la voie, était toujours de proclamer son importance et de dire oui, il y a des violations, mais à la fin, il faut quand même essayer de protéger le droit international. Depuis 22 mois, c'est le contraire qui se passe. Nous avons des États voyous, en particulier Israël, la Russie, Israël et les États-Unis, qui clament
haut et fort que le droit international ne s'applique plus, qu'il ne s'applique pas à eux, qu'il ne s'applique pas à leurs conditions spécifiques, qu'il ne s'applique pas à leur situation de défense, de légitime défense, etc. Donc nous sommes rentrés dans une dynamique extrêmement différente. Et il faut bien comprendre ça. Nous ne parlons pas de violations seulement. Les violations du droit, on les a vues depuis 80 ans. Ce dont nous parlons à l'heure actuelle, c'est que ces violations sont devenues des porte-drapeaux, des moments de fierté. Nous violons le droit et nous le faisons avec, au vu de tous. Tous les jours, devant notre télé, nous avons la preuve de ces violations et nous sommes dans l'impuissance, dans l'incapacité d'y répondre. Donc ça, c'est une deuxième, je pense, un point extrêmement important. C'est pour ça que, pour moi, pour Amnesty, Gaza, ça sonne le glas du droit international. En même temps, je vais terminer là-dessus, c'est pas uniforme l'histoire que je vous raconte. Il est important de comprendre que ce sont des États très puissants, économiquement, militairement, politiquement, qui mènent le jeu, mais qui font ça d'une position minoritaire, en tout cas en ce qui concerne la population qu'ils représentent. Les États qui cherchent à protéger ce qui reste à protéger de Gaza, qui cherchent à remettre au centre des négociations les options politiques ou diplomatiques plutôt que les options militaires, ces États sont la grande majorité. Vous le voyez à l'Assemblée générale des Nations unies, où les résolutions pour Gaza ont 90% de voix en leur faveur. C'est extraordinaire. Donc il est important de comprendre que l'histoire par rapport à Gaza, l'histoire par rapport au droit international, c'est aussi une histoire de tension et de conflit. Donc l'aboutissant de cette partie en particulier, ce n'est pas forcément que le droit international va être anéanti. Il y a des acteurs qui cherchent à le protéger, pas les acteurs qui l'ont mis au centre des relations internationales en 1945. Ces États-là, ils sont prêts à le vandaliser et à le faire disparaître. Non, ce sont les États du, entre guillemets, Sud global qui se battent pour le droit international à l'heure actuelle, qui vont devant la Cour internationale de justice, qui protègent et qui cherchent à protéger la Cour pénale internationale contre les sanctions américaines, etc. Donc, la protection du droit international, l'aboutissant de ce conflit autour du droit international, ce n'est pas encore gagné pour les États-Unis et pour ceux qui lui apportent le soutien. C'est un champ de bataille. La justice internationale est un champ de bataille. Le droit international est un champ de bataille et il va falloir se battre pour le protéger et gagner. Merci. Moi, je retiens du coup un élément qui me semble très important. Et ce que vous venez de dire, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, les États qui souhaitent continuer de vivre dans un monde avec une certaine stabilité régulée avec du droit international sont majoritaires. Et ça ouvrira peut-être pour la deuxième partie un certain nombre de perspectives sur qu'est-ce que nous pouvons faire désormais aujourd'hui en ayant fait ce constat-là. Ce point me semble assez fondamental et il ouvre, voilà, c'est peut-être un certain optimisme qui veut ça, mais il me semble que là il y a un point d'appui très important. Shirin Ardakani, si vous vouliez, vous n'avez pas de micro ? Il y en a un à votre gauche, sinon c'est peut-être celui de Pouria. Voilà. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Merci à toutes et à tous. Merci à vous pour cette invitation. Alors, moi, je suis plus mobilisée sur les questions iraniennes et afghanes, mais vous allez voir, je vais vous parler du particulier pour arriver au général et à l'universel, parce que autrement, ça n'aurait que peu d'intérêt. Vous le savez, en 2022,
Jina Mahsa Amini, en septembre 2022, c'est une femme qui meurt parce qu'elle refuse de se soumettre. Elle refuse de se soumettre à une loi, la loi patriarcale, qui impose aux femmes en Iran, mais partout ailleurs, pas toujours avec la même intensité, le contrôle de son corps et le contrôle politique des femmes. Elle meurt parce qu'elle refuse de se soumettre à cette loi qui est faite appliquer par une police, la police des mœurs, et un grand mouvement de contestation, un grand mouvement de la société civile va se mettre en branle pour demander vérité et justice contre un État. Et c'est intéressant de caractériser l'État qui est responsable de la mort de Jina Mahsa Amini, parce qu'à mon sens, cet État cristallise les puissances du mal. C'est d'abord une dictature. La République islamique d'Iran, c'est une dictature qui réprime évidemment les libertés publiques, les libertés politiques. Il n'y a pas de liberté d'expression en Iran. Il y a une presse d'État, des médias d'État. Les dissidents sont criminalisés. Il n'y a pas de liberté associative ni syndicale. C'est un État misogyne, foncièrement misogyne, qui institue par la loi, par un système institutionnalisé, une ségrégation des femmes dans la société. C'est un État militarisé qui, à l'aide de son bras armé, les gardiens de la Révolution, impose la militarisation dans la société et qui va semer dans un certain nombre de régions dans le monde le chaos en soutenant ses affidés. Et enfin, c'est un système clérical puisque c'est une théocratie où il y a une confusion entre la loi civile et la loi religieuse. Pourquoi je caractérise l'État qui est responsable non seulement de la vague de répression qui a suivi la mort de Jina Mahsa Amini, parce que quand on se dézoome un petit peu et qu'on voit cette hydre à 4 voire 5 têtes, eh ben on voit qu'il y a un phénomène plus large mondial aujourd'hui. Le premier, c'est la militarisation globale des sociétés. Moi, je crois que la militarisation du monde est un péril. C'est un péril pour les sociétés civiles, c'est un péril pour les femmes, c'est un péril parce que la militarisation, ça veut dire on réarme le monde. Et je suis, pour être tout à fait honnête, un petit peu interloquée parce que j'ai fait le tour effectivement des partis de gauche ces derniers temps. Et je vois à quel point le discours de la militarisation, ou en tout cas celui de « il faut se réarmer parce qu'il faut faire face à la menace », eh bien, c'est facile, effectivement, de tomber dans cette rhétorique-là, mais je ne crois pas que la militarisation soit une solution, et je vais même aller plus loin. Le progrès du droit international au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ça a été précisément de dire « il faut démilitariser les sociétés », ou du moins « il faut aller vers la réduction, en tout cas la non-prolifération, à la fois des armes nucléaires d'une façon générale, et d'une façon générale, il faut sortir de cette logique-là. Et je vois bien à quel point aujourd'hui, il est difficile de faire émerger une parole sur à la fois, et je vais même aller plus loin pour vous dire, je fais du harakiri parfois, à quel point les mouvements de transformation, à la fois qui étaient des mouvements féministes, qui étaient des mouvements progressistes, qui étaient des mouvements qui plaidaient pour la force du droit plutôt que la loi du plus fort, étaient des mouvements anti-militaristes. Et aujourd'hui, cette parole-là, elle est inaudible. Elle est inaudible dans le débat public parce que quand on dit, mais enfin, le réarmement du monde, la militarisation du monde, le réinvestissement dans la défense, parce que qu'est-ce que ça veut dire réinvestissement dans la défense quand on entend effectivement des dirigeants, y compris chez nous, Macron qui dit on va donner des milliards pour la défense, ben nécessairement ce sont des milliards en moins de facto pour nos services publics, pour les violences sexuelles et sexistes, pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, et de tous les sujets dont on a parlé. Et aujourd'hui, il y a un consensus globalement, je crois, de la classe politique, hélas, pour dire il faut qu'on se défende, il faut qu'on se réarme. Et c'est aussi ça, je crois, la défaite à un moment donné du droit international, c'est de dire bon si le droit international ne marche pas, mais c'est pas que le droit international ne marche pas, c'est que ceux précisément qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, eh bien ne jouent pas la règle du jeu du droit international. Et ensuite, ces mêmes personnes vont venir nous expliquer, mais comme le droit international ne fonctionne pas, vous comprenez, nous n'avons pas d'autre choix que de nous réarmer.
Et je crois que là, il y a un raisonnement que on doit combattre. Alors, je reviens sur ce que je disais. Ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, parce qu'il y avait une devise précisément pour défaire la loi de la dictature. Et je vais aller plus loin. Parfois, j'ai pu dire dans certaines interventions, mais vous savez, il y a aussi des faux débats. Aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir s'il y a des démocraties imparfaites et des dictatures. On a déjà entendu ça. Parfois, on entend cette petite musique. Voilà, il y a les dictatures, et puis il y a les démocraties imparfaites, et puis ça vaut mieux une démocratie imparfaite qu'une dictature. Et puis quand il y a un génocide, oui, mais attendez, c'est pas pareil, parce que là, c'est quand même une démocratie, et c'est quelqu'un qui a été élu. C'est quand même pas pareil Netanyahou que Khamenei. Et puis Trump, c'est quand même pas pareil. La logique du droit international, c'est précisément de refuser cela, c'est de dire mais il y a une caractérisation objective, la règle de droit postule une incrimination, et quand on remplit les critères de cette incrimination, alors il faut sanctionner, et on sanctionne de la même façon, puisque quand il y a génocide, quand il y a crime de guerre, quand il y a crime contre l'humanité, eh bien cet objectif, ce sont des conditions que pose la loi internationale, et soit on remplit ces conditions, et auquel cas il y a des mandats d'arrêt, et les mandats d'arrêt, eh bien il faut les faire appliquer, les mandats d'arrêt, et c'est pas parce que ce sont des États qui sont supposément alliés ou ennemis, et c'est ça l'universalité de la loi internationale, c'est que on la fait respecter et on la fait sanctionner, peu importe qui la viole. Et je crois qu'il y a aussi cette idée de double standard dont on a pu parler, qui fragilise, mais qui fragilise à la fois nos démocraties, puisque précisément, si les vainqueurs, ceux qui ont promu la Charte des Nations Unies au sortir de la Seconde Guerre mondiale, parce que je le rappelle souvent, la Charte des Nations Unies, c'est un progrès de l'humanité. C'est un progrès de l'humanité, parce que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 3% de la population mondiale, des civils, ont été massacrés. On se souvient, c'est la Shoah, et ce n'est pas que la Shoah, c'est plus largement ces massacres de civils. Et parce qu'on a considéré qu'il fallait sortir de ça, et que désormais l'article 2 est très clair, interdiction du recours à la force, c'est un progrès de l'humanité que de dire qu'il faut interdire le recours à la force. Sauf, évidemment, cas de légitime défense. Mais qu'est-ce qu'on a entendu pendant la séquence ces 3 dernières années? Qu'il y avait des guerres propres, qu'il y avait des guerres préventives, qu'il y avait des guerres existentielles. Mais tout cela est non seulement faux, tout cela, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une contre-vérité. Et ce n'est pas le droit. Ça, c'est de la propagande. Et je crois que c'est ça aujourd'hui que nous sommes en train de payer collectivement. Eh bien, c'est que nous n'avons, et quand je dis nous, c'est pas nous, c'est les dirigeants autoproclamés du monde libre, eh bien, n'ont pas tenu leurs propres promesses, si bien que, eh bien, c'est une faillite aujourd'hui qui est morale et collective. Merci, Chérine. Je retiens du coup ces différentes ruptures, donc changement d'air, fin de cycle, une militarisation croissante qui explique pour beaucoup la situation dans laquelle on est. Je voyais Pouria hocher de la tête longuement tout au long des interventions des uns et des autres. Peut-être aussi un mot pour compléter ce constat avant de passer aux 4 axes sur lesquels nous allons travailler. Le constat est très pessimiste, mais moi je suis, et ça fait du bien, ravi de voir que l'esprit des Lumières existe encore, et il a été incroyablement, je trouve, déployé et argumenté ici, sans qu'il soit besoin que, en tout cas moi, je puisse en rajouter, mais le temps qu'on traverse est inquiétant, grave, et je vous donnerai juste un chiffre qui nous permet de nous rendre compte de la situation. C'est qu'il y a 20 ans, il y avait à peu près 51% de la population mondiale qui vivait dans une démocratie libérale, on avait le droit de vote, et le régime était, par ailleurs, jouait le jeu de ses propres règles démocratiques. Aujourd'hui, c'est 20%. Ça ne veut pas dire qu'il y a 80% de dictature, mais ça veut dire qu'on est passé de 51% à 20% de la population mondiale qui vit dans un état de démocratie libérale dont le gouvernement joue le jeu de ses propres règles démocratiques. C'est ça la bascule.
concrètes dont parlait Anne-Cécile Robert tout à l'heure. Hein. La première fin de cycle, hein, post-91, qui avait fait croire à l'horizon indépassable du mariage de la démocratie et du capitalisme qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ça se traduit très concrètement par la progression, partout dans le monde, des transformations de nombreux régimes dits démocratiques en régime autoritaire. Alors, c'est le fameux mouvement des basculements des démocraties libérales en démocratie illibérale, qui effectivement, dans beaucoup de pays, et pas que dans le monde occidental, car la question démocratique n'est pas qu'une question occidentale, en Inde, en Turquie, mais aussi en Hongrie, aux États-Unis, enfin bon, je vous fais pas la liste, en Argentine récemment, sont les uns après les autres en train de basculer et nous mettre, nous, devant cette obligation existentielle, anxiogène, de relever ce défi qui nous qui nous a vu perdre le terrain fondamental acquis depuis l'esprit humaniste de la Renaissance, en vérité. Je reviens aux fameuses grandes ruptures qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc, je ne fais qu'en disant ça que surligner ce qui a été évoqué avant. Deuxième inquiétude, c'est que, mais ça a été aussi évoqué, la remise en cause du droit international, revendiquée effectivement comme une évidence et presque un droit normal de remettre en cause le droit lorsqu'il ne sert pas tes intérêts, je vais vite, devient une doctrine qui s'impose malgré la réalité de nombreux États qui, eux, ont encore intérêt à un cadre de régulation, ne serait-ce que parce qu'ils en ont besoin pour la juste répartition des ressources à laquelle eux n'ont pas droit pour beaucoup. Il n'empêche que le nouveau cadre formel et normatif des règles du jeu international est désormais dicté par des États illibéraux, puissants, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, et qui désormais imposent leur droit à la prédation, à la captation de ressources de façon illimitée. Et ça vient rejoindre un imaginaire fasciste, je vais vite, qui est, en progression, sans doute par mimétisme, tu l'as dit Chirine, des résignations finalement des démocraties en disant puisque tout le monde fait comme ça, on va faire pareil. Mais ça vaut à peu près dans tous les niveaux, c'est-à-dire ça vaut dans le domaine de l'armement, mais ça vaut aussi dans le domaine de la restriction du champ des libertés, des dispositifs de surveillance. Le développement de la technopolis est tout aussi inquiétant en Chine où ça a commencé que chez nous ou dans d'autres pays. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours ergoter sur le fait que chez nous, il n'y a pas de danger parce que ça dépend de l'usage qui va en être fait. Certes, admettons. Mais vu le phénomène de bascule dont on vient de parler avant, on voit contre le monstre qu'on est en train nous-mêmes de risquer d'avoir à affronter si d'aventure, et c'est le risque, on en reparlera après, notre pays et bien d'autres basculent à leur tour. Donc, on a cette sidération globale sur la question du droit international. Moi, je pense qu'il faut faire simple, il n'est pas la peine de répéter ce qui se dit bien, et je vais faire simple. Je trouve que la parole de Dominique de Villepin, en l'espèce, il faut la reprendre, point. Voilà. Et il faut donc plaider à l'échelle du droit international. Je parle du droit international, je ne parle que de cet aspect-là. Mais n'empêche que, il faut une parole forte qui ne se résigne pas et qui ne renonce pas à l'idée d'un monde où le partage et les règles de décision soient le plus, le plus conforme à l'esprit de 45, quoi qu'on en dise, même si le monde évidemment a changé. Il faut le faire d'autant plus que je finirai là-dessus. Et pardon, je suis le dernier intervenant, je suis pas le plus optimiste là dans le cadre, mais ça nous oblige à penser nos obligations. C'est un peu l'exercice. C'est que les conséquences des 1,5 degrés du réchauffement climatique sont irréversibles. Ce qui n'est pas irréversible, c'est peut-être les 2,5, 3, 4 degrés, on verra. Ça dépend de notre intelligence et ça dépend aussi de l'évolution du cours du monde politique, géopolitique, tel qu'on vient de le poser comme constat. Si les États fascisants progressent, on va avoir une difficulté puisque la doxa de droit à la prédation illimitée va aggraver les choses. Mais, par contre, ce qui est irréversible, mais c'est pas écrit et on peut peut-être l'en empêcher. En revanche, ce qui est irréversible, ce sont les conséquences, d'ores et déjà, des 1,5 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moins de ressources, donc plus de
justification à la prédation, parce que moins de ressources, c'est moins de possibilités de partage. Donc c'est plus de guerre. Ça renvoie aux logiques qui ont été évoquées tout à l'heure. Et donc justification accélérée, accentuée, surlignée, revendiquée du droit pour soi-même à occuper l'espace des autres ou à préempter directement, au nom de sa propre souveraineté, des ressources qui pourtant devraient être celles de notre commune humanité. Parce que et je finis là-dessus, dans les nouvelles normes auxquelles on doit réfléchir concernant le droit international, il y a ce qui a été évoqué depuis l'émergence d'une conscience écologique planétaire dans les années 80-90, la formulation absolue de ce qui, en plus de l'énoncé de la violence comme étant une exception absolue, la question de la ressource comme étant un partage obligatoire. Et donc ça, ce sont des combats politiques qu'il faut conduire. Et la difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'alliés à la tête des États, même s'il y a des États qui sont aujourd'hui promoteurs ou volontaires pour édicter ces normes-là. Et donc c'est tout un travail politique, international, de coalition, de partenariat politique, avec ceux qui, et c'est la bonne nouvelle, dans le monde entier, ne renoncent pas à la déréliction générale du système international, mais ont encore organisé des lignes de front et de résistance dans leur pays, et avec lesquelles il faut qu'on aille commencer à organiser l'après, qui est en train de nous prendre et de nous saisir, parce que, pour le moment, y compris dans notre propre pays et en Europe, les forces de résistance institutionnelle, je veux dire étatique, sont elles-mêmes affaiblies, et il suffit de voir comment, de façon, stupéfiante, la Commission européenne a cédé à l'injonction états-unienne que vous avez suivie dans le cadre des accords dits commerciaux de tarifs douaniers et d'achat et d'investissement aux États-Unis, au diktat des États-Unis, au nom de leur droit à continuer justement à la prédation, etc., etc., etc. Donc c'est nous-mêmes qui sommes en train de nourrir le schéma incroyable qui nous met en danger. Pardon. Non, merci pour ce constat lucide, on va dire. Si j'en crois en fait les différentes interventions, en fait, en tirant, il y a encore bien sûr des États qui souhaitent la stabilité, mais en gros sans action, sans alternative proposée. Tout ce qui nous reste, ça va être pour l'ensemble de ces États, c'est l'injonction d'aller vers l'un ou l'autre des empires en formation. Une vassalisation, d'ailleurs, il me semble, beaucoup parlent aussi, y compris pour l'Union européenne, d'un risque de vassalisation si elle ne propose pas une alternative. Donc c'est pour ça qu'il est important peut-être de discuter de quelles sont les alternatives, est-ce qu'elles existent, et en commençant par la question qui nous préoccupe, c'est comment défendre le droit international. On l'a vu remis en cause, on l'a vu menacé, etc. Mais il me semble plus que jamais nécessaire, si on veut pas que ça devienne un fait accompli et quelque part irrémédiable. Peut-être Agnès Calamard sur cette question. Comment, selon vous, aujourd'hui, doit-on défendre le droit international? Quelles actions concrètes? La première chose, c'est qu'il ne faut pas faire ce qui a été fait. Je pense que c'est important. Cela fait 24 mois que nous assistons de façon répétée à la complicité de nos États à des actes génocidaires et à un génocide qui se joue devant nos caméras. Nous avons les instances européennes qui se moquent, qui crachent sur les valeurs et le fondement même derrière la Commission, derrière la Cour européenne des droits de l'homme, derrière tout. Elles crachent dessus devant nous. On utilise les doubles standards comme diplomatie. On cherche à protéger l'Ukraine et on
on se fiche royalement de ce qui se passe à Gaza. Donc tout ce que nous avons vu depuis 22 mois, à quelques exceptions près, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qui n'aurait pas dû être fait. Donc on va commencer avec 22 mois de retard. Qui c'est qui a tenu la route plus ou moins pour la protection du droit? C'est au niveau européen l'Espagne, plus ou moins l'Irlande qui a bien fait, un petit peu la Belgique, voilà. Mais sinon, la plupart des États européens ont fait bien, ont joué un rôle extrêmement négatif par rapport à la protection du droit international. Au nom d'une vision raciste, racialisée de la gouvernance mondiale, selon moi. Je ne trouve pas d'autres explications. Donc ça, c'est la première chose, ne pas faire ce qui a été fait. Deuxième chose, il y a des mandats d'arrêt qui doivent être mis en œuvre. On ne devrait pas laisser tous ceux qui passent au-dessus du territoire européen passer librement. Ils devraient être... en tout cas, s'ils veulent faire des détours, qu'ils fassent des détours, qui passent pas au-dessus de nos territoires, qui ne passent pas dans nos territoires. Il y a des criminels de guerre qui se promènent à l'heure actuelle dans les capitales européennes et qui ne craignent rien. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que les crimes continuent tous les jours. Là, pendant qu'on parle, il y a des gens qui meurent, bombardés, des gamins qui crèvent de faim. Devant nous, une famine organisée. Et des criminels de guerre qui n'ont pas peur. C'est ça qui est extraordinaire. La peur a changé de camp. Les gens n'ont pas peur, ils ne se cachent pas. Ils ne cachent pas les crimes qu'ils sont en train de commettre, les dizaines, centaines de gamins qui ont été tués à bout portant pratiquement avec des balles, des snipers. Mais c'est extraordinaire, la déchéance dans laquelle nous sommes tous tombés, parce qu'on est tous complices. Soyons très clairs, quand la haut-commissaire se permet de protéger Israël, elle nous rend tous complices de ces crimes abjects. Ce sont des crimes abjects qui ont été commis. À Amnesty International, nous n'avons jamais vu ça. En 60 ans d'existence, de tels crimes commis au vu et au su de tout le monde. De tout le monde. Et pas une action pour protéger ces petits-enfants. Pas une action qui tienne la route. Mais c'est nous tous qui sommes responsables à la fin. Désolée, mais vraiment, ça fait 22 mois que nous nous battons, que nous nous battons contre des murs, que nous avons affaire à des responsables politiques qui semblent se jouer, se moquer de ce qui a mis 80 ans à être construit. C'est pas rien, 80 ans. Il y a eu ça n'a pas toujours très bien marché, on le sait ça. Mais quand il y a 80 ans, on a dit plus jamais, on a essayé de construire quelque chose. Et là, en 22 mois, ça a tout été jeté. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de cette, je sais pas, de cette destruction. Donc c'est ça, il ne faut pas le faire. Il faut qu'on se mette en colère. Il faut qu'on demande à ce que les gens rendent des comptes. Donc la justice, pour moi, c'est un champ de bataille. Il y a à l'heure actuelle dans toutes les capitales européennes des soldats de l'IDF qui se promènent et qui sont des criminels de guerre. Il faut les poursuivre. Il faut que chaque État mette en place une recherche qu'on appelle structurelle, parce qu'il est très difficile, on comprend ça, de faire des enquêtes au cas individuel, mais il est possible de faire, au moins, de commencer à faire des études systémiques de ce qui s'est passé. On avait ça pour la Syrie, au fait. Donc on peut le faire pour l'Israël. Et ça nous permettra, ça nous donnera les bases pour ensuite faire des enquêtes individuelles sur les individus. D'ailleurs, les ONG collectionnent déjà et font mettre en place des gros dossiers. Nos collègues d'une organisation palestinienne a remis à l'État anglais des dossiers très très sérieux sur une vingtaine de criminels de guerre qui vivent en Grande-Bretagne. Donc tout ça c'est fait et il faut
qu'on puisse les poursuivre. Il faut que la peur change de camp. Parce que tant que la peur est avec les criminels, on ne pourra pas protéger. On ne pourra pas protéger les Palestiniens, on ne pourra pas protéger les Ukrainiens, au fait, on ne pourra pas se protéger soi. Donc il faut que la peur change de camp, il faut qu'on poursuive tous les criminels, quels qu'ils soient. La justice, la juridiction internationale et universelle a un rôle primordial à jouer. Nous en avons ici en France et en Europe, nous en avons les outils, mettons-les en œuvre. Apportons un soutien à l'Afrique du Sud dans le cadre de son action auprès de la Cour internationale de justice. S'il y a des étudiants ici, s'il y a des professeurs, faites des recherches de la jurisprudence, renforcez toutes les sources juridiques qui pousseront cette Cour internationale de justice à prendre en compte les recherches qui vont être faites au cours des 2 dernières années, parce que la jurisprudence sur le génocide d'État, elle est petite comme ça. Il n'y a rien du tout. Donc, il est vraiment important que toutes les universités, toutes les cliniques juridiques, etc., qu'on construise une jurisprudence qui ne permettra pas à la Cour internationale de justice de dire c'est pas très clair, il n'y a pas vraiment d'éléments de preuve. S'il y a une guerre, est-ce qu'il peut y avoir génocide en même temps, blablabla. Il faut absolument que les juristes construisent cette connaissance, cette source juridique, afin qu'on ait de bons jugements. Il faut sanctionner les États-Unis. Comment peut-on se permettre la Cour pénale internationale, une construction auquel l'Europe a joué un rôle primordial. La justice internationale, qui est maintenant sanctionnée par les États-Unis, et on ne fait rien. On ne protège pas Francesca Albanese, qui a été sanctionnée par les États-Unis. Qu'est-ce qu'on a fait pour notre juge français? Est-ce que vous savez comment il est protégé à l'heure actuelle? Est-ce qu'il peut ouvrir un compte en banque? C'est scandaleux quand même. Scandaleux. Donc ça, il faut sanctionner, il faut répondre. Il ne faut pas s'avachir, s'avaliser, se vassaliser devant un État bullying comme les États-Unis, comme Donald Trump. Ce n'est pas le moment maintenant de faire des deals. Maintenant, c'est le moment de résister, de répondre et de transformer. Merci Agnès Calama. Je voulais quand même prendre une minute pour remercier aussi Amnesty International. Voilà. Non, mais pour tout ce qui a été fait pendant ces 2 dernières années. Si je peux me permettre, remercier mes collègues qui sont à Gaza, parce que moi, pour la première fois de ma vie, j'ai 40 ans d'expérience dans ce milieu-là, j'ai des collègues qui crèvent de faim. Vous vous rendez compte, ça, que moi, on me contacte pour me dire, je crève de faim, mais je reste, parce qu'on leur a demandé de partir. Mais ils restent, pour continuer à trouver les preuves de ce qui est en train de se passer. Jamais je n'aurais imaginé d'avoir des collègues qui crèvent de faim. Voilà. Donc je pense qu'avec cette séquence, on mesure bien, vous disiez au départ que la question de Gaza sonne le glas du droit international et quelque part de la justice internationale et remet en cause cette architecture qu'on a eu du mal à mettre en place pendant 80 ans, à construire. On l'a balayée, mais effectivement, vous nous donnez des pistes d'action concrètes et on voit l'urgence de pourquoi il faut répondre là, aujourd'hui, sur Gaza, pourquoi est-ce qu'il faut répondre là, aujourd'hui, sur la CPI, sans attendre. Là, donc, c'est les actions immédiates qui pourraient être, qui doivent être prises. D'ailleurs, c'est pas qui pourraient être prises. Merci donc pour ces pistes et c'est même ces injonctions, c'est plus que des pistes, c'est un devoir aujourd'hui que je pense, dont nous partageons, il me semble, ici dans cette salle, mais qui malheureusement n'est pas encore partagé par nos autorités. Il ne revient qu'à nous de les forcer à le faire.
face à l'ensemble du constat qu'on a fait au départ sur effectivement la fin d'un cycle, la fin d'un multilatéralisme, on voit beaucoup d'idées émerger. On a vu les idées autour de repenser le multilatéralisme, autour de mini-multilatéralisme. Vous voyez, ces mini-sommets qui rassemblent les volontaires. On a vu se construire, vous savez, je vous le disais tout à l'heure, ce que je considérais un peu comme le salon des refusés, les BRICS, en gros, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas leur place aujourd'hui. Selon vous, Anne-Cécile Robert, comment imaginer justement un multilatéralisme pour tant de crises, ou en tout cas pour ce moment de grande transformation et de grande rupture que nous connaissons? Fastoche. Trois idées. La première, dans le prolongement de ce que vient de raconter et expliquer Agnès Calamard, repérer les forces progressistes et les soutenir. Ce qui est très frappant à l'intérieur du système des Nations Unies, c'est de voir que les pays du Sud prennent en charge maintenant le droit international et s'en font les meilleurs porte-parole. Et c'est important parce qu'on a longtemps dit le droit international, c'est un bidule occidental, etc. C'est vrai dans une certaine mesure, mais là on a une espèce d'universalisation du droit international que symbolise très bien l'action de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre Israël pour le crime de génocide. Donc il faut repérer ces forces-là, et peut-être que vous le savez pas, mais non seulement la France n'applique pas le mandat d'arrêt, mais on savonne la planche du procureur, hein. Dans les couloirs, je veux dire, il faut que ça se sache. Hein. Dans les couloirs, on passe les mauvais coups de fil aux mauvaises personnes pour saboter les enquêtes du procureur. Les forces progressistes, c'est aussi à l'ONU, donc les pays du Sud. Je ne prendrai qu'un exemple. Quand la Russie a agressé l'Ukraine, il y a eu une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour condamner l'agression russe, qu'évidemment les Russes ont mis leur veto, ça s'est terminé là. Mais ce qui est intéressant, c'est l'intervention du Kenya. L'ambassadeur du Kenya a dit, nous, le Kenya, on va voter la condamnation de l'agression russe, mais on voudrait dire qu'on n'est pas dupe. Alors, il n'a pas dit dupe, mais il a dit, on est lucide, et on voudrait dire, et il s'est adressé à tout le Conseil de sécurité, donc y compris aux Occidentaux, en disant que on a bien conscience que la Russie n'est pas la première grande puissance à violer le droit international. Et on sait très bien que les grandes puissances ont pris l'habitude de faire peu de cas, dit-il, du droit international et de la charte de l'ONU. Donc on va voter l'agression, mais on aimerait bien que les grandes puissances soient cohérentes dans leur axe, dans leur action concernant le droit international. Si ça vous intéresse, il s'appelle Martin Kimani, il a un compte X, moi je le suis, il est vraiment formidable. Il a en ce moment toute une réflexion sur le Conseil de sécurité. Donc repérer les forces progressistes et les soutenir, et c'est vraiment une tragédie qu'on ait le gouvernement qu'on ait en France, parce que ça pourrait être une des cartes de la France compte tenu de son histoire un peu particulière, gaulienne, qui était non alignée, que de faire des ponts, de soutenir ces gens. C'est un peu peut-être ce que la France va faire avec la reconnaissance de l'État de Palestine, un geste isolé et encore fragile, mais je vous le dis parce qu'on est français, donc on pourrait pousser aussi notre gouvernement à jouer cette carte dans la lignée d'une tradition, d'une grande tradition historique. Repérer les forces progressistes et les soutenir, repérer les contradictions aussi dans le système. On a effectivement devant nous une espèce de vague terrible de puissances complètement débridées, qui utilisent la force, qui disent non seulement qu'ils violent le droit international, mais que le droit international n'existe pas. Donc, comme l'a très bien expliqué Agnès Calamard, mais ils sont pas complètement unis. Par exemple, entre les Russes, les Américains et les Chinois, il y a des points de convergence, notamment sur le recours à la guerre, mais il y a aussi des contradictions. Les Russes et les Américains n'ont pas la même vision de l'État. Ils n'ont pas la même vision du libre-échange. Les Russes sont obsédés par la géographie. Ils se voient comme un État empire. Trump, il est un peu dans le rôle du parrain de la mafia. Donc il est très capable de laisser, contrairement à Poutine, qui veut faire raser tout ce qu'il y a autour, de négocier des trucs avec des gens. À l'intérieur du pouvoir russe, il y a des contradictions. C'est-à-dire, il y a autour de Poutine, des gens qui sont pour l'alliance avec la Chine, d'autres qui sont pour l'alliance avec les États-Unis. Donc c'est une contradiction que Poutine gère pour l'instant en tapant sur les Ukrainiens, mais on ne sait pas, c'est quelque chose qui bouge, une contradiction. Regardez ce que fait l'Inde, qui est à la fois avec les Russes
et les Américains. Donc il y a peut-être des coins à enfoncer pour éviter que ne se forme, ce qui nous fait tous peur, un bloc de puissances révisionnistes qui détruisent tout. En ce moment, bizarrement, à l'ONU, parmi les meilleurs défenseurs de la charte de l'ONU, il y a la Chine. Alors c'est évidemment une vision, j'allais dire, paléolithique du droit international, hein, c'est-à-dire la souveraineté de l'État, rien que la souveraineté de l'État, et puis je fais ce que je veux chez moi, y compris massacrer les Ouïghours. Bon, d'accord, il y a ce côté très rétrograde, mais il y a aussi l'idée que la charte en 45, idée que j'aime bien, moi par ailleurs, est un contrat entre les puissances. Et que ce contrat entre les puissances, il est aujourd'hui déchiré parce que les puissances ne le respectent pas et ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, repris goût à la force. Donc voilà, il y a peut-être des choses à observer pour enfoncer des coins et essayer de constituer des alliances avec les pays du Sud, avec l'Afrique du Sud, avec le Brésil, tous ceux qui peuvent permettre au système de perdurer sur des bases qui ne vont pas le figer non plus. Hein, et c'est pour ça que, et c'est ma dernière idée, et je laisse le micro, il faut travailler à une meilleure représentativité à l'intérieur de l'ONU. C'est-à-dire les grandes puissances se rallient à l'idée d'élargir le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est capté en gros par les grandes puissances de 45, mais maintenant elles ont admis qu'il fallait ouvrir à des pays du Sud, qu'il y ait deux sièges pour l'Afrique. Donc ça, c'est l'une des clés, que les pays du Sud puissent avoir plus de place dans le système. Alors effectivement, juridiquement, c'est très dur parce qu'il faut que la charte est très difficile à modifier, mais on peut quand même ouvrir des portes. Il y a déjà des petites portes qui s'ouvrent, comme le fait que depuis 2022, tout État qui met son veto au Conseil de sécurité doit venir s'expliquer devant l'Assemblée générale. Ça, c'est pas dans la charte, et pourtant, ça a été installé comme une coutume, et ils le font. Les Russes, les Chinois et les Américains, qui sont les derniers à avoir utilisé leur veto, sont venus s'expliquer devant l'Assemblée générale. Alors, ça les a pas empêchés de le mettre, certes, mais ils sont sur la défensive. Ils sont, du coup, obligés de répondre à des arguments et venir se justifier. Donc voilà, essayer de capitaliser sur les contradictions du système et le fait que la partie n'est pas jouée. On est dans une période de transformation, on change d'époque historique, on change d'ère, mais on n'est pas encore passé complètement de l'autre côté. Donc il y a encore des rapports de force à construire, il y a encore des points à marquer et des choses à faire avancer dans cette période qui est encore incertaine et indéterminée. Merci. Donc là, pour le coup, c'est peut-être la première fois que j'entends que la réforme de l'ONU est possible. C'est ça que vous êtes en train de nous dire et qui reste quand même plutôt une très bonne nouvelle. Et notamment faire rentrer des pays du Sud, ne serait-ce que parce que oui, pour redire, en fait, faire rentrer les pays du Sud, en gros, pour modifier la charte, il faudrait les 2/3 de l'Assemblée générale et pas de veto au Conseil de sécurité. C'est les deux conditions cumulatives. Ouais, et donc, il y aurait un tel coût moral, finalement, quelque part, au veto pour empêcher un pays du Sud d'entrer comme permanent au Conseil de sécurité que, en fait, ça ouvre une perspective. Mais là, pour le coup, on est sur plutôt une bonne nouvelle si vous le voyez comme ça, et si vous voyez, vous qui connaissez très bien toute l'organisation du système, si vous pensez que ça peut passer. La question ça a déjà été adopté l'année dernière, en ce mois de septembre, dans le cadre du sommet pour le futur. Le pacte pour le futur inclut et a été adopté par consensus par l'Assemblée générale des Nations unies, et il inclut la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Oui, mais ce que je sais, je l'entends bien, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours cet empêchement d'entrer. Après, la balle aujourd'hui est renvoyée aux pays du Sud en disant, par exemple, les 2 sièges africains, à qui devraient-ils revenir? Vous devez, vous, Africains, vous entendre entre vous, mais qui reste quand même un paravent aussi, quelque part. Nous laissons aux Africains voilà. Mais bon. Ce que peut-être qu'il serait utile d'avoir au-delà, et là il me semble que ce qu'on a entendu aujourd'hui l'illustre très bien, c'est-à-dire, je reviens encore là-dessus, comment des organisations non gouvernementales ont résisté dans cette dernière période, ont su continuer d'apporter leur témoignage, ont su porter la voix justement du droit international,
Du coup, comment repenser nos outils pour mieux écouter, comprendre le monde qui vient, et peut-être d'ailleurs comment repenser nos outils en redonnant une place aux mobilisations citoyennes, en redonnant une place, on le voit, l'importance de redonner une place aux ONG en ces temps troublés. Donc vraiment, comment repenser nos outils pour mieux écouter, comprendre le monde qui vient. Là, je vais vous poser la question, Chirine Ardakani, à ce propos. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que la guerre amène, sous la cacophonie et sous les décombres, c'est difficile de faire émerger les voix de la société civile qui appellent tantôt à l'arrêt des hostilités, au cessez-le-feu et au respect du droit international dans le contexte qu'on a décrit tout à l'heure avec les États qui sont clairement pour la militarisation. Donc c'est vrai que les sirènes et les bombes, c'est pas évident pour faire émerger les voix de la société civile, mais néanmoins, et vous l'avez dit tout à l'heure, je crois quand même que heureusement que non seulement les ONG sont là, elles prennent évidemment tous les espaces de mobilisation qu'elles ont à disposition, et évidemment elles reposent sur la mobilisation des citoyens qui ensuite s'emparent effectivement de ces sujets-là pour les faire vivre dans la rue, dans les manifestations, dans les universités, etc. Mais on assiste, il est vrai, à un contexte plus large de criminalisation, ou en tout cas c'est vrai, de criminalisation des voix aussi contestataires. On le voit sur la question de la mobilisation et des mobilisations pour la paix ou contre la guerre. Sur Gaza en particulier, moi, vraiment, c'est la première fois que je suis avocate. J'ai fait du droit des libertés fondamentales, du droit public. C'est la première fois que je vois un climat. Alors, on l'avait vu avec les Gilets jaunes, on l'avait vu avec les mobilisations sur la retraite, mais des arrêtés systématiques d'interdiction de manifestations pour des organisations qui ont souhaité se mobiliser sur la question palestinienne. C'est la première fois que je vois ça. Le caractère systématique et, il faut dire, le caractère zélé des préfets à déployer des moyens de l'État pour aller décrocher des drapeaux palestiniens avec des argumentations juridiques toutes les plus fallacieuses les unes pour les autres pour expliquer que ça va créer un trouble à l'ordre public ou, et on l'a vu tout à l'heure avant d'arriver à cette table, au motif qu'il y aurait là une violation de la neutralité des édifices publics. On connaissait la neutralité des services publics, mais pas des édifices publics. Donc, dans ce contexte-là, l'émergence des mobilisations pour la paix et pour le respect du droit international ne sont pas facilitées, c'est peu de le dire. Et j'en passe sur la criminalisation des campus, puisque là on parle pas que des États-Unis. Désormais, les étudiants qui souhaitent se mobiliser, et on se souvient que le mouvement étudiant est toujours à l'avant-garde des mobilisations pour refuser les guerres, eh bien les étudiants ont beaucoup de peine à pouvoir se mobiliser, puisque je l'ai appris dernièrement, désormais les instructions des rectorats, c'est de rendre impossible toute mobilisation sur les campus. Donc désormais, les étudiants, ils n'ont pas le droit de se mobiliser dans les campus. Donc tout ça est évidemment très compliqué, mais néanmoins, je crois quand même que on a réussi à créer, en tout cas dans la société, un mouvement parce que Agnès Calamard l'a dit tout à l'heure. La réalité, c'est que la majorité, je crois, des populations civiles sont contre évidemment ce qui se passe à Gaza. Et il suffit pour tout un chacun et toute un chacune de le voir. En fait, il y a aujourd'hui une dichotomie entre ceux qui sont très minoritaires mais qui ont le pouvoir politique et qui ont le pouvoir de destruction et la majorité des populations civiles qui sont contre ce qui se passe. Et je vais aller plus loin. Alors, je vais pas me faire que des amis, mais moi, je
pose non seulement la question de l'antimilitarisme, mais aussi de la force transformatrice, non seulement du mouvement social, mais aussi du mouvement féministe. Pourquoi je dis ça? Parce que, pardon, messieurs, et c'est pas pour parler de vous au sens d'une caste générale, mais c'est le pouvoir mâle, M-A-L-E, qui, partout, tue les civils. Il faut quand même pas exagérer. Qui c'est aujourd'hui qui est responsable aussi de ces destructions-là? C'est Macron le dit, pour être respecté, il faut être craint. Et moi, j'en ai assez de voir ces poignées de main viriles qui scellent des accords entre Trump, Poutine, avec ce torse absolument là sur un ours, et de l'autre côté Macron qui, de sa diplomatie, va expliquer que c'est l'homme fort de l'Europe. J'en ai assez de cette virilité-là, guerrière, qui nous entraîne dans le chaos. Alors, quand je dis structurellement, le pouvoir mâle, M-A-L-E, tue partout les civils, il y a dans cette violence-là l'antithèse de ce que le mouvement Femmes, Vie, Liberté et plus largement les mouvements féministes théorisent. Qu'est-ce que c'est Femme, Vie, Liberté? Femme, c'est une exigence d'égalité. La vie, c'est le droit de vivre. Et je crois que là, on touche quand même à quelque chose qui est fondamental. La Charte des Nations Unies, elle pose pas qu'en article 2, l'interdiction du recours à la force. Elle pose aussi le droit à la vie. Et je crois que quand on dit, nous, ici, on est du bon côté, le droit à la vie, c'est pas le droit à la vie des pro-life de Trump qui sont contre l'avortement et qui en réalité sont pour la mort des femmes. C'est le droit de tous, partout dans le monde, à, en tant que sujet de droit, eh bien, de vivre. Et je crois que c'est là aussi qu'on touche à la déshumanisation dans laquelle nous sommes arrivés. Et je suis d'accord avec le constat c'est la fin des ères. C'est que l'ère néolibérale a aussi réussi une victoire, c'est de nous insensibiliser aussi sur ce droit qu'on a en fait de vivre. Et moi, quand j'ai entendu pendant la guerre Iran-Israël, parce que là encore, j'ai vu des mains trembler, Israël a attaqué en juin dernier l'Iran, et cette guerre, elle était évidemment illégale. Et moi, j'ai pas entendu les responsables politiques français dire que c'était une agression illégale, parce que là aussi, c'était une violation grave du droit international. Et évidemment, quand l'Iran a répliqué de façon indiscriminée sur les civils israéliens en bombardement des quartiers résidentiels, là encore, c'était non pas de la légitime défense, selon moi, mais un bombardement indiscriminé, indisproportionné non proportionné de la force. Et là encore, quand on a bombardé des civils, et ce sont les mêmes qui disaient les femmes iraniennes, femmes, vie, liberté, elles doivent vivre, eh bien ce sont les mêmes qui nous expliquaient qu'à présent, elles n'étaient plus dignes de vivre et qu'il fallait qu'elles meurent parce que c'était sous les bombes qu'on amenait la démocratie. Et donc tout ça est évidemment à la fois obscène et insupportable, parce que les contradictions dont vous parliez tout à l'heure, Anne-Cécile, c'est aussi ça. C'est de dire, finalement, ces peuples du Moyen-Orient, et là, j'abonde dans le sens de ce que disait Agnès Calamard, il y a une logique structurelle raciste. C'est de dire, les peuples du Moyen-Orient, on sait ce qui est bon pour eux. Non seulement on sait ce qui est bon pour eux, on va amener la démocratie, on va l'amener par les bombes, y compris de façon illégale, et ils ne sont pas dignes finalement de vivre. Ils ne sont pas dignes de vivre, parce que au fond, le suprémacisme, et je crois que c'est là où on touche ça, c'est de dire que la vie d'un Palestinien, la vie d'une Iranienne, et bien finalement la vie d'un Syrien, la vie d'un Libanais qui meurt sous les bombes, elle vaut pas la même chose qu'un otage israélien qui lui aussi a le droit de vivre, mais que 65 000 contre une vie, eh bien ça justifie toutes les fins et tous les moyens. Et donc là, on touche à une logique manifestement suprémaciste. Merci. Et là, du coup, on voit bien, ça complète bien ce que disait auparavant Agnès, c'est-à-dire que des espaces de résistance sont investis, voire se créent. Ce sont ceux qui résistent à un moment où il y a eu la faillite, finalement, aussi morale des États, en tout cas de nos États.
Et là, au-delà de cette faillite, on disait que cette faillite morale aussi de nos États venait en parallèle d'une montée aussi en puissance d'un certain nombre d'autoritarismes, d'un certain nombre de nationalismes. Et là, la question qui se pose, et je pense que Pouria pose aussi beaucoup ces derniers temps, c'est comment construire un front commun entre forces progressistes en France et ailleurs, parce que il y avait la proposition de construire aussi encore un espace de résistance autre, spécifique, qui était la digue, qui est la digue en tout cas. Alors, est-ce que j'ai l'autorisation de rebondir un peu sur ce qui a été dit avant, parce que ça me semble, y compris le point de départ de la réponse à la question de la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? On est en grande difficulté, mais effectivement, quelqu'un dit tout à l'heure, l'affaire n'est pas terminée. Néanmoins, on est en grande difficulté parce que les dirigeants européens, et français en particulier, sont face à quelque chose qui semble définitif, c'est la crédibilité de leurs paroles au regard de ce qu'a été la trahison de la promesse européenne et française dans l'état du monde actuel. Et ce qui vient le révéler, c'est pas simplement les rapports de force actuels ou les démissions, les renoncements à défendre les causes qu'ils auraient dû défendre, c'est que les mémoires décoloniales reviennent avec l'aide des historiennes, des historiens, et surgit à la surface du monde comme une évidence cette trahison historique fondamentale d'un continent qui s'est décrété comme étant le centre de gravité d'une conscience humaniste universelle et qui en a, en vérité, piétiné les fondements jusqu'à la déréliction à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc, cette situation-là nous met dans rajoute de la complexité à la stratégie politique à laquelle on doit réfléchir, et elle passe, avant d'en venir à la question des solutions internationales, le cas échéant, et de nouvelles alliances, elle nous pose, nous, Français, citoyens, citoyennes de France, une question, c'est l'incarnation de ce que va être une parole française dans le débat politique en 2027. Ça va être important parce que c'est pas simplement une question budgétaire, de trajectoire, etc. Qu'est-ce que la France ? Et si on veut éviter les débats identitaires sur c'est quoi être français, mais qu'est-ce que la France dans la géopolitique contemporaine? C'est aussi assumer qu'il faut désoccidentaliser son regard, que la France est aussi un pays méditerranéen, francophone et européen, et pas juste une partie prenante du bloc occidental. Et c'est d'être capable de reformuler à l'échelle internationale une proposition de nouvelle alliance, justement pour refonder le droit international dans le sens dans le sens qui a été évoqué tout à l'heure. Je dis ça parce que il me semble que on a tendance à croire que les questions internationales n'intéressent pas les gens. Outre le fait que le contexte assez anxiogène fait que la géopolitique nous rattrape, je pense que le moment venu, la capacité à projeter une incarnation de ce que peut être la parole de la France dans un monde instable ne sera pas une question secondaire. Et donc, si on se contente de dire la France est un grand pays, ça ira pas très loin. Hein. C'est-à-dire qu'on aura le pire des instincts nationalistes dans cette affaire-là. Si en revanche on est capable de nous tourner vers une parole toujours universelle, mais assumant cette fois-ci sa part d'humilité dans la construction d'un nouveau monde, de nouveaux rapports internationaux, y compris dans le domaine économique. On n'en a pas parlé là, mais une grande partie des causes qui nous amènent à cette déréliction-là, ce sont évidemment des enjeux économiques qui génèrent des modèles de domination et de prédation, hein, et ça a été évoqué tout à l'heure, notamment Big Tech, etc. Alors, je voulais dire ça en rebond parce que moi, je vais vous le faire assez simplement avec Karim Bencher et quelques autres parlementaires, revenant à l'Assemblée nationale en 2024, j'ai considéré premièrement que le seul mandat dont j'étais sûr et certain, et les macronistes l'ont rapidement oublié, mais le seul mandat dont j'étais sûr et certain d'être dépositaire, c'est celui qu'il fallait empêcher le pire d'advenir en France. Premièrement. Et j'ai vu, et nous avons vu, à quel point très rapidement le bloc dit démocrate, c'est-à-dire le bloc central, hein, qui pour maintenant compte beaucoup de démocrates qui servent plus à rien, passe de l'autre côté. Sur toute une série de votes
qui sont des curseurs et des marqueurs de l'extrême droite. La question de l'immigration, la question, évidemment, les questions économiques et sociales, où la question de la dépossession des possédants est un tabou, de la justice sociale, évidemment. Mais l'ordre, la sécurité, enfin, une partie conséquente et de plus en plus importante glisse carrément de l'autre côté. D'ailleurs, ça rejoint le mouvement international qui a été évoqué tout à l'heure sur des États dits démocratiques qui courent après les logiques d'ordre sécuritaire. Et on a affaire à ça et c'est très inquiétant parce que c'est exactement ce qui s'est produit en Italie, enfin, dans tous les pays qui ont basculé les uns après les autres. Donc on s'est demandé... puisque ça risque de nous arriver, si à ce rythme-là on n'est pas capable, mais je ne doute pas qu'on va être capable de remettre en mouvement notre camp et, comme le disait, je crois, Marine Tondelier tout à l'heure, de faire la démonstration qu'on est meilleur que les autres. C'est tout un chantier, mais enfin voilà, on va s'y atteler. Allons voir et allons à la rencontre de celles et ceux qui d'ores et déjà ont vécu les bascules. On appelait ça la digue parce qu'il fallait poser la digue, mais en se disant qu'en fait elle existe déjà et la société ne nous a pas attendus. Il y a dans tous les pays qui sont concernés des lignes de front dans le domaine des artistes, dans le domaine des chercheurs, dans le domaine des sciences, dans le domaine et évidemment des associations. Et à l'échelle internationale, on a vu comment des ONG comme Amnesty International ont été la conscience de tous les autres actives pendant que l'impuissance politique faisait du surplace. Donc on va aller rencontrer, on a été rencontrés dans certains pays avec donc une vingtaine de parlementaires. Chacun a pris un pays pour aller aux États-Unis, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, et d'autres pays vont suivre pour comprendre quel est l'agenda des nouveaux fascistes, des nouveaux réactionnaires, des illibéraux, appelez-les comme vous voulez. Constante dans tous les pays. Il y a deux matrices. La première, c'est la purification du pays contre l'immigration qui la dénature, et de la gauche qui vient corrompre l'identité éternelle justement de son identité profonde. Et deuxièmement, l'ordre et la sécurité. Constant dans les deux, c'est la question identitaire, la question de l'ordre et de la sécurité. Deuxièmement, comment vous faites, vous les progressistes, et je vais vous dire qui est le vous, pour vous réorganiser dans le combat politique et dans cette adversité nouvelle et terrible, puisque ce sont les néofascistes qui prennent le pouvoir. Et qui prennent le pouvoir avec cette nouveauté qu'Karim Bencherch l'a évoqué tout à l'heure en parlant des illibéraux, qu'ils transforment les régimes sans changer les institutions. C'est ça l'illibéralisme. Mais c'est terrible parce qu'ils le transforment quand même en profondeur, dans une logique de contrôle des populations, de remigration, de violence politique qui s'en prend d'abord évidemment aux immigrés, mais aussi aux droits sociaux, aussi aux femmes, d'abord aux femmes, etc., etc. Avec une violence, là encore, proclamée comme à l'échelle du droit international, normale. Voilà. J'ai été élu pour ça, et donc la Cour suprême dit, bon bah après tout, le président Trump a été élu pour ça, bon bah s'il a été élu pour ça, même si c'est illégal, bah maintenant c'est légal, parce qu'il a été élu pour ça. C'est comme ça que c'est argumenté. Bon. Et donc, on leur demande comment vous réagissez face à ça, vous les progressistes. C'est très intéressant. Alors, je vous donne pas les réponses parce que là, c'est différent selon les pays et j'aurai pas le temps. Les contextes nationaux, les rapports internes au camp progressiste et les disputes internes sont très différentes. Mais enfin, tous se posent la question de se réorganiser et ils vous expliquent comment. Bon, on vous racontera ça. Et troisième question, est-ce que vous êtes prêt à participer à un réseau international ? Et on voit là qu'il y a une disponibilité de tous les gens qu'on voit. Et les gens qu'on voit, ce sont des politiques, bien sûr, mais aussi la société civile, à la fois traditionnelle, syndicale, comme on la connaît dans des imaginaires militants, mais aussi la nouvelle société civile émergente, intersectionnelle, porteuse de combats contemporains, modernes, etc. Et enfin, les troisièmes types de personnes qu'on rencontre, ce sont, on va dire, les incarnations de la pensée critique, scientifique, les chercheurs, les journalistes qui documentent, etc. Je fais une incise puisque Laurence Decoq est là avec l'Observatoire national de l'extrême droite, et il y a dans tous les pays maintenant, et c'est le cas en France donc, une volonté de donner de l'expertise, et c'est fondamental, à l'action, une connaissance de l'hybridation des extrêmes droites qui a réussi, des droites et des extrêmes droites, qui est en train majoritairement de dicter son agenda médiatique, politique, etc. L'objectif de cette digue, c'est de permettre de fédérer toutes ces énergies-là, pas que des parlementaires, je le dis, c'était un point de départ parce que moi je partais de cet endroit-là, d'organiser
un réseau international. Je me permets de faire une petite incise parce que Karim, qui a aussi une grande expérience internationale et qui est un internationaliste chevronné, vous le direz aussi bien, sinon mieux que moi, mais il fut un temps, et pendant longtemps, où la gauche, les mouvements progressistes s'inscrivaient dès le départ dans un imaginaire international et internationaliste. J'étais moi-même, lorsque j'étais, avant d'en claquer la porte, au Parti socialiste, en charge de ces questions, j'étais à l'International socialiste. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui avaient été emprisonnés face à des dictateurs, qui ensuite ont réussi à prendre le pouvoir. Alors tous ont pas bien fini forcément, mais enfin il y avait une matrice. Deuxièmement, j'ai été dans le mouvement intermondialiste dans les années 80, au moment de la création d'Attac. Je me suis retrouvé à Porto Alegre à plusieurs reprises pour bon, il n'y a plus cette force propulsive internationale. Et donc on s'est interrogé sur ce symptôme complémentaire de le grand recul des pensées progressistes. Et on voit d'ailleurs que ceux qui tiennent la digue aujourd'hui, bon ben voilà, ce sont des penseurs, des chercheurs, des chercheuses, des avocates, des directrices et présidentes d'organisations non gouvernementales, mais tout ça de façon un peu désorganisée. Donc l'idée c'est de proposer cette fédération-là. Et il y a un message aussi. Alors voilà, concrètement, l'idée a été ouverte de la digue a été lancée de s'ouvrir maintenant au-delà de ces cercles. Donc il y a vous verrez sur un compte Instagram, pour l'instant on n'a que ça, la digue, la possibilité de toquer à la porte et de dire comment, dans quelle mesure les uns les autres peuvent participer par du renseignement, parce que vous parlez plusieurs langues, parce que vous êtes chercheux sur un sujet. Bref, il y a 1000 façons de construire cela. Le réseau international va petit à petit se mettre en place. On a la perspective d'un grand meeting international sans doute à l'automne. On y réfléchit. Et puis, il y a évidemment un message français, et je conclurai là-dessus, parce que nous avons, nous aussi, un risque, et vous avez vu qu'il s'accélère avec les suites possibles de la chute de Bayrou, enfin, très, très certaines d'ailleurs, de la chute de Bayrou le 8 septembre. C'est, selon l'agenda qui s'ouvre et les capacités des forces progressistes à comprendre que ce danger-là est sous nos yeux, pas simplement par incantation ou par amour de l'anxiété, hein, mais parce que la France est une cible explicite de l'international réactionnaire, qui, quoi qu'on en dise, existe, parce qu'elle est très diverse, mais elle a réussi à se fédérer. Et je vous invite à lire, puisque ici, vous êtes toutes et tous engagés et aimez sans doute vous instruire de ces lectures-là. Le Monde 2 du mois de mai a fait un papier remarquable sur la Heritage Foundation. Heritage Foundation, qui est la grande, une des grandes organisations dont le cœur bat aux États-Unis, qui a pour objectif de fédérer les extrêmes droites et de faire de l'Europe une cible. Et ils ont été en Hongrie il y a longtemps, et ils ont été en Italie, et là, ils ont explicitement dit, la France est une cible. Et vous imaginez que si la France, elle bascule, c'est une toute autre histoire au regard des enjeux du droit international qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc il y a un lien direct entre ce contexte international et les possibilités que, chez nous, si d'aventure l'extrême droite et les droites accéléraient leur rencontre, et que nous restions un peu paralysés, nous ne sachions pas y faire face. Et la seule façon, c'est de commencer, sans dire, et c'est là où je m'arrête, en rejoignant l'optimisme de départ, c'est pas perdu, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on se retrousse les manches, mais qu'on essaye vraiment de donner corps et mouvement à ce réseau international qui peut-être empêchera le pire, mais qui, s'il ne l'empêche pas, au moins aura le mérite d'exister, de nous permettre de nous réorganiser dans d'autres conditions, mais au moins les solidarités seront là.